Yohan Koal est l'un des athlètes les plus sélectionnés de l'équipe de France. Toujours présent dans les grands rendez-vous des championnats du monde aux Jeux Olympiques. Il est réputé pour être l'un des sportifs français les plus rigoureux et sérieux dans sa préparation. Il a su mettre en place un véritable protocole quasi millimétré pour performer. Entraînement, nutrition, récupération et repos, il ne laisse rien au hasard. Alors comment s'organise-t-il au quotidien pour faire face aux exigences de la vie d'un athlète de haut niveau? Comment fait-il pour rester motivé après tant d'années à courir? Comment gère-t-il ces longues périodes de repos où il ne pratique aucun sport pendant presque 6 semaines? C'est ce que nous allons découvrir en entrant dans la tête de Yohan Koal. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Un lundi sur deux, venez discuter entraînement et psychologie du coureur avec Guillaume et Fred, deux passionnés qui vivent la course à pied au quotidien. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez le podcast Dans la tête d'un coureur, l'interview, et aujourd'hui nous vous proposons de sortir des sentiers battus et de quitter le bitume pour aller à la rencontre d'un authentique pistard, même si peut-être un jour on le retrouvera sur marathon et pourquoi pas même l'imaginer sur trail, on peut avoir un peu d'imagination. Ça en tout cas c'est lui qui va nous le dire dans l'émission. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Yohan Koal, champion d'Europe à Zurich sur 3000 mètres steeple. Yohan, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Bienvenue parmi nous, Yohan. Il y en a un autre aussi qui s'est essayé sur la piste, sur les labours et sur le bitume dans sa folle jeunesse, avec un point moins de réussite, il faut bien le dire. C'est notre bien-aimé Fred, co-animateur du podcast et entraîneur du groupe élite au Stade français athlétisme. Fred, ça va bien toi aussi? Bah écoute, ça va très bien, surtout avec cette belle introduction, et je dois être totalement honnête, c'était plus qu'un poil de réussite en moins par rapport à Yohan, mais je vais essayer de résister à la comparaison. Il faut faire preuve d'humilité des fois, Fred, tu as bien raison. Yohan, toutes les personnes qui suivent l'athlète te connaissent. Tu es certainement l'un des athlètes les plus titrés en équipe de France. Tu es surtout connu pour être un spécialiste du 3000 steeple, mais c'est vite oublié que tu as fait tes premières armes sur 1500 mètres et sur cross-country. Du coup, pour toutes les personnes peut-être qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, nous rappeler un petit peu ton différent parcours de manière assez synthétique? D'accord, alors donc je suis Yohan Koal, sportif de haut niveau depuis 2006. J'ai fait mes débuts assez tôt dans l'athlétisme parce que mes parents étaient sportifs de haut niveau tous les deux. Ma mère en duathlon, mon père sur 3000 mètres steeple, donc baigné dans le sport assez rapidement. Bien qu'avoir touché à toutes sortes de disciplines ou autres sports, tennis, judo, un peu comme tout le monde le fait étant jeune. Foot même également. Les performances ont été très vite décelées en athlétisme et forcément mon cœur a penché dans ce sens-là. Donc cross-country assez tôt, les bases et les valeurs de l'athlétisme comme j'ai pu le faire dans mon enfance, et je fais très tôt des 10 km sur route sans être officiellement dans l'âge de faire des 10 km sur route, et en KD2 je suis passé avec mon actuel entraîneur Patrick Petitbreuil, et là assez rapidement je me suis retrouvé dans le haut niveau. Et 1500 mètres ça a été le cross-country, le 1500 mètres ça a été mes bases et mes premières compétitions internationales. C'est clair que c'était sur cette distance, donc je te laisse revenir sur d'autres questions pour un peu m'étendre, parce que là sinon je vais rester 1 heure sur le micro et il n'y aura pas assez du podcast pour tout expliquer. Et justement, Yohan, tu parlais de tes parents qui sont sportifs à la base, dont ton père dans l'athlétisme, mais que tu as également essayé d'autres sports. Et quand on t'écoute, on a le sentiment que finalement ce sont tes bons résultats assez rapides dans l'athlétisme qui t'ont fait faire ce choix de l'athlète, ou est-ce qu'il y avait autre chose au-delà du simple fait je perds dans tel sport et j'y reste? Mais en fait, j'en ai reparlé il y a très, très récemment d'ailleurs avec un ami, parce que j'ai refait une petite journée de cohésion avec des sports collectifs et des grands sportifs français d'ailleurs, pour pas citer de nom. Et du coup, j'ai perdu avec le collectif sur un petit truc amical en salle, sur du foot et tout, et ça m'a tellement énervé que j'ai dit voilà pourquoi je fais du sport individuel et pas du sport collectif, parce que je peux m'en vouloir qu'à moi-même si je rate ou je réussis. Et c'est ça ma force et ma base de vie, c'est que en athlée, si je rate mon cross, si je rate ma course, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Bien sûr, je peux pas accuser un autre adversaire d'avoir raté un but ou son lancer franc, etc. Donc c'est surtout ça, l'aspect d'être dans le reproche perso plutôt que dans le reproche d'une autre personne. Je comprends tout à fait. Je pense qu'on est nombreux à connaître ça, c'est de se dire finalement, on connaît tout, même les petites parties de foot entre potes où on est un peu agacé parce que
l'un a joué trop perso et tout. Et c'est vrai que dans notre sport, comme tu dis, on est confronté à nous-mêmes et c'est peut-être aussi la force de ceux qui ne se cherchent pas d'excuses et qui vont directement là où les responsabilités sont. Ouais, et puis on est indépendant aussi pour faire notre sport. Parce que plus tu vieillis, si tu veux aller faire un foot avec des amis, ouais, mais j'ai mon enfant, je suis malade. Et puis tu te retrouves chez toi tout seul à pas pouvoir aller te dépenser. Alors que la course à pied, tu as besoin de personne, tu vois. Donc ça, c'est quand même aussi un sacré avantage à mon avis. Ça fait plus de 20 ans qu'on te voit dans l'athlé, Johan, avec 10 ans en équipe de France. Ça doit faire pas mal de souvenirs. Est-ce que si tu devais sortir une anecdote ou un souvenir en particulier, ce serait lequel que tu aimerais partager un peu avec nous, En fait, qu'on rigole un peu? j'en ai deux qui sont un peu liés. C'est plus dans l'esprit performance, bien avant. Ouais, forcément, parce que quand tu es sportif de haut niveau, c'est la performance que tu cherches avant tout. J'ai mon souvenir Paris 2003, Stade de France. Je suis invité par mon département parce que je suis avec de nombreux athlètes du département dans un esprit de sympathie, de collectif. Et ils veulent montrer aux jeunes ce que c'est que le haut niveau. Du coup, ils envoient un bus départ Périgueux-Paris, championnat du monde 2003. Et là, en finale du 1500 mètres, Mehdi Bala, je suis dans le stade comme un enfant et il y a 80 000 personnes qui crient Mehdi à tue-tête et qui l'encouragent. Et je le vois faire sa deuxième place, bien sûr, en direct dans le stade. Et là, je me dis, waouh, un jour, il faut que je sois à mon tour à cette place. Et je me rappelle que le soir même, on était rentré assez tard du bus et que je m'étais mis les baskets aux pieds. Je crois que j'étais cadet, ou même peut-être plus jeune que ça, je ne me rappelle plus. Et du coup, assez tardivement, j'étais allé faire un footing parce que ça m'avait tellement boosté que j'avais envie. Et quelques années plus tard, je me retrouve à mon tour Diamond League de Paris, qui était à l'époque au Stade de France, et à courir le 1500 mètres et à décrocher mon record, pas loin des minima olympiques. C'était en 2008, donc 5 ans plus tard. Et voilà, je me rappelle de Marc Maury qui m'avait dit, quand tu cours dans un stade comme ça, ne sois pas spectateur de ta course mais acteur. Surtout, arrive dans la compétition et lève pas la tête. Tu cours et à la fin de ta course, tu lèves la tête et tu regardes le public. Et j'ai le souvenir d'avoir fait mon chrono, explosé de joie à l'arrivée. Et là, j'ai levé la tête et je me suis rendu compte que c'était tellement phénoménal. C'était, je crois, 50 000 personnes à l'époque. C'était pas complet comme en 2003. Mais courir dans cette ambiance-là, c'est ce que je dis aux jeunes du groupe aujourd'hui. Pour moi, ça reste un souvenir qui reste inoubliable en athlétisme. On imagine, ouais. Et justement, tu dis que tu as eu ce très bon conseil qui est de dire ne sois pas spectateur de ta course. Mais comment tu arrives lorsque tu rentres comme ça dans un stade, alors même s'il n'est pas plein 50 000, c'est quand même, je pense qu'on est quasiment peu à avoir couru dans des stades de 50 000. Comment tu arrives à faire abstraction? Parce que c'est en France, tu es français, donc on sait très bien comment ça fonctionne. Évidemment, quand on annonce ton nom au micro du départ, la bronca doit être un peu plus importante. Comment tu arrives finalement à rester dans ta course et à remettre le moment où tu vas en profiter après? Je vais dire que c'était plus facile à l'époque qu'aujourd'hui justement, parce que j'étais Johan Koval. Johan Koval, il venait de faire 3,37 au 1500 mètres. C'était les grands noms du français. C'était encore Mehdi Bala qui était aux avant-postes. Il y avait Mounir aussi, je ne me rappelle plus son nom de famille, qui était en 3,32 ou 3,33 également. Donc j'étais 4e, 5e français, donc loin d'être attendu. Donc je me rappelle aussi de Patricia Djaté, qui est actuelle, qui gère le demi-fond actuellement en France, qui m'avait dit, écoute, t'es avec ton entraîneur ici, c'est pas moi qui te coach ou quoi que ce soit, mais accroche la dernière place et essaye de pas lâcher. Ça, c'était son conseil. Donc en gros, je partais pour faire dernier, mais pas lâcher du groupe. Donc ça, c'était je veux dire, ça m'enlevait une sorte de pression. T'avais juste la dernière place à accrocher. Après la course, elle m'a revu, elle m'a dit, c'est bien parce qu'à un moment, t'as eu un petit trou, t'as commencé à décrocher, puis t'es revenu et je finis, je crois, avant-dernier de la course. C'est assez symbolique, mais bon, en 3,35 et quelques. Et c'était, c'est pour ça que à ce moment-là de ma carrière, c'était l'insouciance et c'était aucune attente du public français de ma part. Bien qu'après, je vous dis, j'ai été mis en avant dans le stade sur les écrans géants et là, c'est pour ça que je vous dis que ça reste un moment qui est inoubliable. Ça, on peut l'imaginer aisément. Johan, tu es aussi en équipe de France militaire. Alors, on est habitué à voir les athlètes des sports alpins liés à l'armée. En athlétisme, vous êtes quelques-uns également, mais ce n'est pas forcément excuse-moi le terme, gros du bataillon, sans faire de jeu de mots. Cette double sélection, donc FFA militaire, si on peut dire, est-ce qu'elle ne surcharge pas ta programmation annuelle qui est déjà, à mon avis, bien complète? Je vais dire non, parce qu'on est quand même très très libre aujourd'hui, et grâce au bataillon de Joinville, justement, d'organiser notre emploi du temps. On a une semaine de rassemblement obligatoire par an. Il y a une compétition internationale qui est vraiment vraiment importante à faire, c'est les Jeux mondiaux militaires qui ont tous les 4 ans. En général, un an, c'est pas en général, c'est tout le temps, tous les 4 ans,
un an avant les Jeux Olympiques civils. Et en général, ils essayent de concorder cette date avec le calendrier civil, donc soit avant, soit après les championnats du monde ou les championnats d'Europe qu'on peut avoir. Et donc, ça rajoute une compétition, mais bon, vu tous les bénéfices qu'on retire de l'armée, c'est une compétition que je fais avec beaucoup de plaisir et au contraire, j'ai l'honneur d'y briller à chaque édition. Et donc, non, je trouve pas ça contraignant, bien au contraire, je trouve ça avantageux d'avoir cette situation aujourd'hui. Johan, on le disait, 20 ans à courir, plus de 10 ans en équipe de France. Il n'y a pas un moment où on en a tout simplement marre et on se dit voilà, peut-être que j'ai fait le tour. Comment tu fais pour rester toujours aussi impliqué et toujours aussi motivé dans ta pratique de la course à pied, qui est quand même un sport un peu ingrat et très très dur? J'ai deux choses qui me viennent en tête quand on parle de ça, c'est que dans l'actualité du moment, on ne va pas parler de l'instant T ou d'une date précise, c'est que j'ai eu des contre-performances et là je me suis demandé est-ce que j'ai encore envie, est-ce que tu as la motivation de faire du haut niveau, est-ce que tu veux encore te dépouiller comme tu le fais en compétition, parce que j'ai pas retrouvé du Johan Koval de mes jeunes années, bien que les séances étaient quand même positives. Et je suis reparti en stage, j'ai tout remis en question, j'ai remis les baskets et chaque jour, c'était un plaisir de me rentraîner, de me faire des séances, d'être dur au mal. J'ai le souvenir d'un réveillon il n'y a pas très longtemps du Nouvel An où à 22h j'étais au lit parce que j'étais tout seul en stage aux Canaries. Et donc quand tu fais des choses comme ça, tu ne peux pas dire que tu n'as plus envie ou que tu n'es pas motivé. Le deuxième point, c'est très très récemment aussi, encore une fois en stage d'entraînement. Grosse neige à Fourmeux, je l'ai dit à plusieurs personnes. Et là, footing d'entraînement parce que c'est 20 cm de neige sur le parcours, tous les parcours impraticables. Donc, entraînement sur route et sur le retour du footing, on prend vraiment des grandes rafales, du vent de face. Et là, ça souffle vraiment et on souffre vraiment aussi. Donc, conditions vraiment difficiles. Là, j'en bave. Là, c'est pas facile sur cet instant T. Et je passe d'à côté pour ceux qui connaissent Pyrénées 2000, Bolker, et là une maison en chantier. Et là, qu'est-ce que je vois? 4 artisans sur le toit de la maison avec, pareil, ces pleines chutes de neige et qui étaient en train de charbonner sur le toit, en train de mettre des tuiles ou je sais pas trop quoi. Et je me dis que moi, dans 20 minutes, je suis en train de rentrer de mon footing et je serai à la maison au chaud en train de faire ma séance d'étirement ou dans la salle en train de faire mes abdos, alors que eux, ils ont encore toute la journée à travailler sur le toit. Et là, je me dis, tu as quand même une chance, tu te plains 20 minutes dans ta vie sur un petit footing. Mais c'est quand même un total plaisir de s'entraîner tous les jours et que c'est quand même pas contraignant, si ce n'est éviter de manger quand même des chocolatines le dimanche matin à la place tu vas courir. Mais c'est quand même un réel plaisir et donc la motivation, elle est encore présente, l'envie est grande et je compare beaucoup à d'autres métiers ou à d'autres situations dans la vie qui me font prendre conscience de la chance que j'ai de m'entraîner aujourd'hui comme je le fais quotidiennement, en ayant la liberté d'aller où je veux dans le monde pour m'entraîner, bien sûr, dans des sites d'entraînement. Je vais pas aller à Bali ou aux Maldives pour m'entraîner, mais j'ai la liberté d'avoir un total choix de mes sites d'entraînement et de faire ce que je veux pour être le plus performant possible. Et ça, j'ai conscience de ces choses-là et c'est pour ça aussi que ça me donne une force dans mon quotidien. Mais très concrètement, hein, tu en parlais, tu as eu des moments où peut-être tu disais tiens, je retrouve plus l'hargne ou du Johan d'il y a quelques années et les résultats, bon an, mal an, n'étaient pas forcément toujours au rendez-vous. Est-ce qu'il y a pas eu un moment où, sincèrement, au-delà du fait que tu aies conscience, comme tu le dis, d'avoir de la chance de faire ce que tu fais parce que tu l'aimes, de quand même tout plaquer, de te dire bon bah voilà, maintenant il y a la marge, j'ai quand même fait le tour, j'ai peut-être tout donné, même si je prends du plaisir, j'ai l'impression que j'avance plus. Est-ce que tu as été confronté à ce type de sentiment, de situation, et du coup comment tu l'as géré? Pas vraiment, parce que sur les séances, je retrouve j'ai 32 ans aujourd'hui, je vais vers les 33 ans et je retrouve des séances de vitesse et de rythme qui sont plus fortes que celles quand je faisais du 1500. Sur le foncier, pareil. Le seul point négatif que j'ai actuellement et qui est compliqué à gérer, c'est que je m'identifie beaucoup trop par rapport aux autres et que j'ai un passé sportif qui est valorisant parce que j'ai des repères. Mais à l'inverse, c'est que j'ai tellement de repères que je compare. Donc c'est les deux points négatifs du moment. C'est que je ne suis pas focalisé sur moi-même comme j'ai pu l'être dans le passé et que je regarde, en plus j'ai un carnet d'entraînement, malheureusement c'est un bien mais un mal. J'ai fait 10 fois 500 l'an dernier en 1,12, récup 1 minute, et cette année je suis en 1,13. Mais bon, ce qui est important de voir, c'est de la manière dont on a fait les choses dans le passé et dans la manière dont on se prépare pour le futur. Savoir faire une séance peut-être moins vite, mais dans un meilleur ressenti et dans un relâchement plus important, et ça quel que soit le niveau. C'est souvent plus bénéfique que d'aller chercher un chrono à tout prix et une crispation et une attitude de course qui n'est pas la nôtre et qui sera loin d'être celle qu'on aura en compétition. Donc voilà, c'est une force ce passé sportif, mais aussi un point négatif.
et je vous dis la comparaison aux autres. Et ça, j'ai réussi à l'évacuer cette année grâce à la sophrologie, encore en fin de saison, assez tardivement, à me recentrer sur moi-même et à être concentré sur mes obstacles pour parler du 3000 mètres steeple et pas me focaliser sur les autres, à regarder ce qu'ils ont fait dans la saison, ce qu'ils ont fait comme séance ou leur capacité ou leur potentiel, mais d'être concentré sur moi et d'aller chercher une médaille dans un dernier 400 comme j'ai pu le faire dans le passé avec un gros finish. Je me suis retrouvé sur la fin de saison et ça c'est du positif pour la suite. Hyper intéressant ton retour d'expérience, Johan. J'ai noté quelque chose, je vais rebondir sur ça, tu nous parles de sophrologie. C'est vrai qu'avec Fred, nous on le constate que depuis 3-4 ans, les athlètes de haut niveau intègrent beaucoup plus cette dimension psychologique. Alors, il y a la sophrologie, mais on sait que Julien Vanders, qu'on a reçu dans l'émission, nous parlait aussi beaucoup de méditation. La visualisation aussi, ça c'est quelque chose d'assez nouveau. Concrètement, toi, comment ça se passe? Comment tu mets en place la sophrologie pour toi? Qu'est-ce que ça représente? Comment tu peux nous décrire un peu tout ça? En fait, c'est venu d'un point particulier à Paris en 2011, championnat d'Europe en salle. Je fais le 2e temps européen sur 1500 mètres, 2e temps européen sur 3000 mètres, donc j'ai le choix de l'orientation de ma course. La Fédé me laisse le choix. Il me semble que je choisis le 1500 mètres parce que ça libère une place pour mon ami Florian Carvalho, d'ailleurs, que je salue, sur le 3000 mètres. Donc ça ne le prive pas d'équipe de France, ça me permet exploiter mon potentiel parce que vu que j'avais la double casquette, potentiellement médaillable sur les deux, je m'oriente sur le 1500 mètres et là, Paris 2011 en France, grosse pression médiatique, article dans l'équipe, la presse écrite locale, nationale et télévision qui me mettent une pression sans vouloir me mettre une pression parce qu'il y a un Français en France qui peut être potentiellement médaillable. Donc, grosse attente des médias avant un championnat et ça, waouh! Très très compliqué à gérer. Je me souviens de la pré-compétition. Je suis devant l'aréna, il y a ma femme, il y a mon coach, mon beau-père qui sont là. Ils me disent mais qu'est-ce que t'es pas bien là, t'as vu ta saison et tout, tu nous parais, tes mots sont bizarres. Et je dis je sais pas, je le sens pas, j'ai peur de pas y arriver, je suis pas bien. Et j'ai ces mots forts, c'est que j'ai couru cette compétition avec plus la peur de perdre que l'envie de gagner. Et ça, pour moi, ça a été un élément déclencheur de mon travail de sophrologie aujourd'hui. C'est que j'ai fait la course, je pars, départ arrivé, je fais le couloir 2, je me fais éliminer en série tout bêtement parce que je gère très très mal l'effort et éliminé comme loin de mon potentiel du moment. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est pas possible. Je m'entraîne des heures. Avoir peur comme ça sur la ligne de départ, c'est pas moi, c'est pas mon style de course. Et du coup, j'ai contacté pas Colette Besson, n'importe quoi. Annette Sergent. Je sais pas pourquoi Colette me vient à l'esprit. Annette Sergent qui m'a orienté vers une sophrologue locale en Dordogne qui ne connaissait rien au monde sportif et au monde athlétique. Donc ça, c'était pour moi, c'est encore une force parce que elle est pas du tout dans le sport de haut niveau et elle m'a apporté des éléments de relativisation, de concentration et de focalisation sur moi-même pour être recentré sur moi et pas s'occuper des autres. Donc j'ai fait ça jusqu'en 2012, les Jeux Olympiques, etc. Parce qu'il faut savoir que j'étais une flippette, faut le dire réellement. Quand je devais courir avec mon poteau Florian Carvalho en compétition, je connaissais son finish et j'en ai eu souvent peur et je m'identifiais à lui. Enfin, j'ai essayé trop de me repérer par rapport à lui. Et elle a réussi à me faire évacuer tout ça, être concentré sur moi, aller au jeu dans de bonnes conditions et être concentré sur ce qu'on sait faire. On peut être ami extérieur et compétiteur sans se pousser et se mettre des croche-pieds, bien sûr, dans l'event. Et j'ai continué jusqu'en 2012. Et après, j'ai un petit peu arrêté parce que je pensais avoir les outils personnels et que j'avais assez travaillé pour ça. Sauf que c'est comme l'entraînement, il y a un rappel à revoir régulièrement. Et je vous annonce que le futur, ça va repartir sur une collaboration et retravailler pour les Jeux Olympiques avec une sophrologue sur du quotidien. Alors c'est vraiment intéressant ce que tu dis, Johan, parce que c'est des choses qu'on retrouve, qu'on a déjà évoquées dans le cadre du podcast, qui est effectivement le fait d'être centré sur soi est quand même la clé, parce qu'à se comparer aux autres, même de manière, on va dire, inconsciente, et puis c'est aussi logique à un moment, surtout à ton niveau, de voir un peu l'état de la concurrence, se dire où ils en sont et tout. Mais de réussir à faire parler la part des choses entre je regarde où en sont les autres pour bien me situer, mais sans que ça me paralyse totalement. Et du coup, ça renvoie aussi à ta première expérience que tu évoquais en Diamond League au Stade de France, où tu étais un peu, entre guillemets, l'inconnu de service, et là où tu avais réussi sans pression. Et du coup, vraiment, si tu avais des conseils, mais très, très concrets, très pratiques à donner à n'importe qui, parce qu'on peut toujours être un peu impressionné sur une ligne de départ, vraiment à cet instant T, qu'est-ce qu'il faut concrètement faire pour ne pas être paralysé par l'enjeu ? Je vais y revenir très rapidement, ça me fait juste repenser à un tout petit truc d'il y a très très récemment. Je suis avec un jeune sur un footing, de simple footing d'entraînement à Périgueux. Mon groupe d'entraînement, donc il va le 31-32 minutes au 10 kills, donc j'ai fait 28-40, pour pas me lancer de fleurs. Mais donc le niveau n'est quand même pas le même.
Et sur la fin d'un footing, on accélère de plus en plus et ça va finir jusqu'au sprint. Vraiment, on se donne un point d'arrivée, on se dit là, on termine parce qu'après, bref, c'est dangereux. Et là, je suis avec un jeune, mais qui se met à accélérer d'une force. Je me mets à côté de lui et là, je passe devant lui et il revient fortement sur moi. Et là, dans ma tête, je me dis si je lâche pas, si je lâche maintenant, c'est fini. S'il me met un pas devant, je vais exploser et je vais lâcher totalement. Sauf que c'est l'inverse qui se passe. Dans une demi-seconde, je mets peut-être un tout petit coup de pied ou une petite foulée un peu plus grande et c'est moi qui prends un tout petit demi-centimètre sur lui. Et là, il saute. Et je termine le footing devant lui alors que j'étais vraiment à la limite de la rupture. Et je lui dis juste après le footing, je lui dis tu sais que j'étais limite. À ce moment-là, sur l'instant T, sur une demi-seconde de différence, tu as accéléré un tout petit peu ou tu te mettais juste une épaule devant et tu me passais devant, mais avec avec facilité. Et donc là, ça se donne encore un exemple du potentiel de l'instant T sur se concentrer sur soi et pas s'occuper de l'autre. Qui peut avoir un impact important, quel que soit le niveau. Et donc, sur une compétition, le conseil, ça serait de savoir ce qu'on a fait à l'entraînement, de se relâcher au maximum, d'être le plus détendu possible et de tout donner. Surtout, quoi qu'il en est, si on se fait battre parce que l'autre est meilleur, mais qu'on a tout donné et qu'on n'a rien regretté, ça sera une satisfaction, quoi qu'il en est à l'arrivée. Comme je dis, moi, je reparle souvent de ma 5e place aux Jeux Olympiques de Rio. Je termine sur un bon chrono. J'ai tout donné à l'arrivée, je suis sur les rotules. Pour autant, je ne suis pas médaillé, mais j'en garde un énorme souvenir parce que la course est accompli pour moi. C'est une plus belle performance que de faire 4e à Berlin l'an dernier et d'être au pied du podium en ayant beaucoup de regrets. Donc ça, c'est courir pour rien regretter. C'est une de mes phrases cultes que j'ai envie de dire régulièrement. Ne rien regretter, c'est important pour quel que soit le niveau de s'exprimer, d'exploiter son potentiel. Tu donnes tout ce que tu as et après, tu seras content quel qu'en soit le résultat si tu as tout donné. Et du coup, au-delà de la sophro, est-ce que tu as des protocoles particuliers en ce qui concerne la récup, le repos, voire l'entraînement croisé? Est-ce que tu fais des coupures assez longues? Comment tu gères tes reprises? Est-ce que les choses, elles ont évolué depuis que tu as commencé l'athlé En fait, j'ai toujours été très très consciencieux dans ce que je faisais et très professionnel. Dès qu'il y a un outil de récupération qui existe, j'ai essayé de m'équiper, de voir avec mon club ou autre pour investir. J'ai un bain de cryothérapie, j'ai un jacuzzi pour la récup, j'ai des bottes de pressothérapie, j'ai l'électrostimulation, j'ai un kiné qui vient 3 fois par semaine à domicile. Enfin voilà, dès qu'il y a quelque chose, j'ai un ostéo qui me suit, j'ai un staff, j'habite Périgueux, une petite ville de Dordogne, 30 000 habitants, et pourtant j'ai un staff du Stade de France, j'ai envie de dire. Non, j'ai quelque chose d'assez conséquent et j'ai toujours, je me rappelle de mes souvenirs de mes premiers stages à Fourmeux, j'avais ma petite ordonnance pour aller faire mes soins, massage de récup et ma prévention blessure ou autre. J'ai toujours été consciencieux dans ce que je faisais pour l'entraînement, la récupération, hydratation, sommeil, alimentation, récupération. J'ai toujours été au maximum. Et ça, je pense que ça aide aussi dans la prévention des blessures et dans la durée de carrière qui est la mienne aujourd'hui. Tu sais, on a reçu dans l'émission un ami à toi, Jeff Lastené, qui nous a fait part et qui nous a dit, voilà, si j'avais eu un 50e de la discipline et du sérieux de Johan, peut-être que j'en serais pas là où j'en suis. Il a eu un parcours, il s'est blessé, il a eu une histoire assez atypique, Jeff. Donc aujourd'hui, c'est bien rattrapé parce qu'il performe sur semi-marathon et d'ailleurs, on le salue au passage. Toi, il y a quelque chose que tu mets très en place et qui est assez important pour toi, qui n'est pas forcément tous les athlètes, aussi bien de haut niveau ou même de niveau plus humain comme une Fred et moi, on va dire, le font, c'est la période de coupure. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, combien de temps toi tu coupes et comment toi est-ce que tu appréhendes, parce que c'est souvent, on sait que les coureurs, on a toujours peur de parvenir au niveau d'avant et que c'est, je peux dire une déchirure, mais c'est jamais un choix facile de couper pendant plusieurs semaines. Donc toi concrètement, comment ça se passe et quels conseils tu pourrais nous donner pour bien gérer ces étapes-là? À titre perso, je coupais jusqu'à présent 3 semaines. Enfin, j'ai coupé de nombreuses années 3 semaines. Et après 2014, je suis passé à 6 semaines de coupure. Donc, le truc qui était pour moi tellement inconcevable. C'est énorme. 6 semaines, c'était un truc de fou. Et c'est en 2014, le jour de l'année de ma médaille à Zurich, pour avoir parlé avec le docteur de l'équipe de France, et il me le conseillait depuis longtemps déjà de faire 6 semaines, mais pour moi c'était pas possible, c'était beaucoup trop, tu perdais trop de physique et de conditions sur ces 6 semaines. Et quand j'ai fait mon année 2014 et que je me suis investi mentalement et physiquement pour cette médaille,
wow, c'était tellement fort dans tous les sens que ces 6 semaines étaient nécessaires. Aujourd'hui, là, cette saison, je vais faire 3 semaines. Je repasse à 3 semaines parce que j'ai réduit depuis quelques temps. Je double plus, donc je m'entraîne un peu moins. Je fais un entraînement par jour, un jour de repos complet, donc je suis à 6 entraînements semaine, donc beaucoup moins conséquent que d'habitude depuis 6 semaines. Donc je me permets de faire 3 semaines parce que j'ai fortement réduit. J'ai fait de l'entretien, de la qualité, mais pas de quantité. Et du coup, là, je me permets d'avoir 3 semaines et d'après d'attaquer la prépa olympique. C'est nécessaire parce que ça permet de régénérer, de se faire plaisir, parce que je me prive au niveau alimentation tout au long de l'année. J'ai quand même, je vous l'ai dit, une alimentation stricte et rigoureuse. Donc pendant ces 3 semaines, ça me permet de lâcher prise dans le pays du foie gras en Périgord pour valoriser mon terroir. C'est quand même difficile de ne pas craquer. Donc je prends le temps de profiter de mes proches, de bien manger, de faire n'importe quoi, on va dire, culinairement quand je l'ai envie dans la journée. Si j'ai envie c'est sale à dire, mais d'un hamburger à 3h de l'après-midi, je vais le faire et de faire 3 semaines vraiment mode no limite. Donc voilà, on a le droit de s'accorder des plaisirs. Et tu pratiques pas de nage, natation, vélo? Non, c'est 3 semaines. J'ai envie de dire, c'est comme si je faisais un burn-out en fait et que je déconnectais complet. Et je pense que c'est ça aussi qui m'aide à durer dans le temps, c'est d'avoir cette coupure qui est déconnectée du sport de haut niveau, des réseaux sociaux, de toutes les performances. Là, on ne va pas parler d'aujourd'hui, mais c'est l'instant où je suis en coupure. Et j'ai dit aux copains, Jeff Lastenay, Carvalho, Malatitz, avec qui je communique régulièrement, Yoann Durand, on a un groupe WhatsApp d'ailleurs où on parle un peu de l'actualité, etc. Et je leur dis, là c'est fini les gars, 3 semaines, vous ne me voyez plus et on repart à début d'année ensemble. Mais là, on oublie tout. Et combien de temps parce que tu sais, c'est pas forcément le plus dur, c'est de couper. Ça, tout le monde est sur le papier et chaud pour couper, motivé pour. Faire la fête, ça, c'est pas le souci vraiment. Le souci, c'est la reprise. Donc, comment ça se passe? Combien de temps, toi, tu mets pour retrouver des sensations à l'entraînement? 6 semaines. 6 semaines. Ouais, j'ai toujours 6 semaines où c'est un peu dur, où j'ai des tensions musculaires. Mais ça, c'est quand je reprends, je vais dire comme un sportif lambda. Vous savez, beaucoup de personnes prennent des bonnes résolutions au premier de l'an. Je me mets à courir. La personne va prendre cette résolution et on le voit sur mon canal à Périgueux. Le 1er janvier de chaque saison, il y a énormément de monde qui s'entraîne et beaucoup plus qu'à la norme. La reprise, c'est exactement pareil pour moi. Je vais couper, je vais reprendre comme les gens qui ont cette bonne résolution. Et le lendemain, le surlendemain, les 3 jours qui vont suivre, je vais avoir des courbatures. Mais c'est impressionnant. On dirait que j'ai pas couru de ma vie et que je me mets à faire l'entraînement. Sauf que c'est mon métier et que je vais y retourner régulièrement. Je vais avoir les soins à côté. Je vais avoir toute la phase d'adaptation. Si je me sens pas très très bien et que j'ai vraiment des douleurs qui persistent, je vais aller faire de l'aquajogging en piscine pour éviter d'avoir l'impact avec le sol. Je vais faire du vélo. Je vais faire, comme on disait tout à l'heure, de l'entraînement croisé. Des choses comme ça pour la reprise et petit à petit je vais repasser à 12 entraînements semaine, mais progressivement. La première donc semaine je vais faire 50 minutes. Voilà, très cool, c'est du ressenti. Là je sais que j'ai les jeunes qui attendent que je coupe et que je reprenne avec hâte parce qu'ils savent qu'ils vont m'éclater de tous les côtés, mais du coup ça va être progressivement. Je vais jouer le jeu sur 1 ou 2 séances où je vais essayer de matcher avec eux, mais c'est pas la priorité. Savoir prendre le temps quand on a une préparation de 5 ou 6 mois pour un objectif majeur, il faut avoir 1 semaine, 15 jours de reprise progressive, qu'on soit sportif de haut niveau ou amateur. Il faut y aller progressivement et l'important c'est la régularité et l'investissement. Si on se donne 3 entraînements par semaine, faut se respecter ces 3 entraînements par semaine et être assidu dans ce qu'on fait pour que ça vienne progressivement, tout simplement. Ok. Alors c'est vraiment intéressant de t'entendre, Yoann, parce que tu soulèves des points qui sont fondamentaux, c'est-à-dire savoir couper, ne pas bien intégrer le fait que quand on va reprendre, il va falloir y aller progressivement, chose que beaucoup oublient, et c'est vraiment intéressant de voir que des athlètes de très haut niveau, puisque tu es le top niveau en France, fonctionnent de cette manière-là, et je pense que c'est un grand enseignement pour tous. Moi, Yoann, je voulais revenir sur un élément. Souvent, on entend quand des athlètes atteignent un certain palier et n'arrivent pas à passer le suivant, qu'ils ont besoin de changement. Toi, en 2007, tu as fait un peu ce pari-là. Tu es venu sur Paris, tu as intégré le groupe de Philippe Dupont avec Patrick Petit-Breuil qui te suivait toujours dans une forme de co-coaching, si je peux dire, si je ne me trompe pas. Oui. Au final, l'expérience n'a pas duré, elle ne semble pas avoir été, alors peut-être tu vas nuancer, ce n'a pas été si bénéfique que ça. Donc du coup, le changement pour le changement n'était pas forcément utile. Et qu'est-ce qui a pu manquer à ce moment-là pour que ça atteigne vraiment ce que tu en attendais? En fait, cette année, ça a été plus un choix de vie familial qu'un choix de vie sportif avant tout. C'est que ma femme a une formation sur Paris qui était proche de l'INSEP et du coup, avec mon statut de sportif de haut niveau et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir être détaché et de faire
mes stages où je veux, j'ai fait le choix de l'accompagner, de pas la laisser seule sur Paris et de venir un an. Et du coup, c'est pour ça que je suis passé en collaboration avec Philippe. C'était pas du tout quitter mon quotidien ou casser les normes de mes habitudes, c'était compléter avec une nouvelle expérience et avec le soutien de la Fédé qui a validé le projet à 100% et intégré l'INSEP et cette structure de haut niveau qu'on me parle depuis de nombreuses années. Et je me suis rendu compte que c'était juste un centre extraordinaire que j'ai toujours un peu boudé et qu'au final qui est exceptionnel. Je me suis également bien retrouvé dans l'entraînement avec Philippe, ce qui était vraiment proche et complémentaire de celui de Patrick. Enfin, pas complémentaire, mais c'est exactement la même chose vu qu'il s'appelait pour établir les plans d'entraînement. Moi-même qui suis très investi dans le coaching et pour un futur peut-être entraîneur sportif. J'ai beaucoup échangé avec Philippe et je faisais des semaines d'entraînement avec lui. C'était une collaboration plus qu'un coach qui me disait tu fais ça, ça, ça. Et donc non, ça a été une très très belle année. Je me suis très bien enrichi. J'ai eu d'ailleurs mon record sur 10 km, 10 km sur route, 3e place au championnat de France de cross long alors que j'étais un peu inattendu. Et du coup, je suis à la fin de la formation de ma femme et de cette année, je suis reparti en Dordogne. Mais encore aujourd'hui, là je suis sur Paris et j'espère pouvoir voir Philippe à l'INSEP. Non, c'est pas du tout une cassure ou quoi que ce soit. Ça a été vraiment une année par rapport à l'aspect familial qui a été important et qui m'a enrichi sportivement parlant. Et du coup, tu parlais de l'INSEP que tu as découvert à ce moment-là, réellement, Oui. en t'écoutant. Alors, l'INSEP, c'est comment pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il n'y a qu'une infime minorité d'athlètes Oui. qui connaissent vraiment. Moi, j'y suis déjà allé, évidemment, mais voilà, l'ambiance à l'INSEP, comment ça se passe? Enfin, raconte-nous un peu ça. En fait, en 2009, quand on parle de Jeff Lastonnet qui était sportif de haut niveau à l'INSEP et moi qui étais de Dordogne, en gros, on était un peu pardonnez-moi le terme, les bouseux, la province un peu profonde. Quand on vient de Paris et qu'on voit un peu tout ce qui se passe ailleurs, on peut se dire que... Et d'ailleurs, je le comprends aujourd'hui, on peut imaginer des choses qui n'ont pas lieu d'être, mais bon. Et donc l'INSEP, un truc de fou parce qu'il y a tout qui est mis en place. C'est l'Institut de la performance et tout est mis en place pour la performance. Si vous voulez compléter, être sportif de haut niveau en athlétisme et que, je sais pas, on va dire, un entraînement avec les gymnastes professionnels vont vous être bénéfiques par rapport à une séance d'étirement, vous allez pouvoir essayer de programmer, d'adapter et d'aller intégrer un groupe de gymnastique pour pouvoir compléter votre sport. Si vous avez une blessure et que vous avez besoin de rééducation, il y a un système de rééducation qui est mis en place avec un coach perso qui va venir sur des créneaux adaptés aux vôtres pour vous faire votre rééducation, complémenter. Voilà, s'il y a un outil qui existe de récupération, je parle par exemple pour la cryo corps entier, là, on a dit que c'était bénéfique, boum, l'INSEP a investi directement dans la cryo et on peut faire de la cryo. Il y a des soins kinés adaptés aux sportifs de haut niveau, c'est le soir. Enfin, il y a beaucoup de choses, tout est mis en place pour la performance, tout est organisé pour qu'un athlète se sente en condition de très haute performance et puisse avoir un avenir sportif conséquent tout en alliant pour ceux qui sont là-bas pour les études un cursus scolaire. Donc ça, c'est important aujourd'hui. Et donc l'INSEP, ça associe un peu tout ça. Tout est optimisé pour être sportif de haut niveau. Et t'as pas eu envie d'y rester alors? Un an sur Paris, c'est bien. je dirais ça, juste ça. Un an sur Paris, c'est bien. C'est une très belle expérience, mais rester, je m'en suis bien enrichi. Mais en fait, ce que je vous dis, j'ai exactement la même chose, un peu avec des distances différentes, parce que tout n'est pas relié au même point sur Périgueux. Mais j'ai réussi à faire mon petit staff personnel sur Périgueux aussi, donc c'est tout aussi bien. D'accord. Pour en revenir un peu à la piste, Johan, les mondiaux de Doha ne sont pas forcément passés comme tu le souhaitais. Et tout au long de ta carrière, tu as démontré une certaine force mentale pour faire face à l'imprévu. Moi, je me souviens particulièrement des mondiaux de Londres en 2017. Tu heurtes violemment une barrière à 1500 mètres de l'arrivée. Et malgré la douleur, malgré la déception, tu finis coûte que coûte cette course avec une grosse force mentale. Du coup, la question que moi je me pose, c'est comment tu fais face à tous ces imprévus parce que tu sais, sur une course, on peut tous être confrontés à l'imprévu. J'ai un point de côté, des sensations à l'échauffement avant la compétition, je les ai pas. Toi, quel conseil tu pourrais nous donner pour, malgré ces imprévus-là, quand même, être dans sa course et ne pas lâcher? C'est vrai que c'est compliqué, forcément, quand on a un point de côté ou des choses qui se passent et qui ne sont pas le scénario de course idéal. Je suis un dur au mal, donc abandonner pour moi, surtout sur un championnat du monde, c'est inconcevable. Surtout que cette année, je ne l'ai jamais trop relayé publiquement, mais je visais vraiment une médaille sur ces championnats du monde. J'en avais le potentiel. Je pense que j'étais dans mes années les plus folles sur le 3000 mètres steeple. Et du coup, je prends une barrière, impact conséquent. Et oui, je termine dans un chrono en plus qui reste honorable, je crois, sur cette finale. Mais pour moi, c'était inconcevable d'abandonner quand on s'entraîne tant d'heures et qu'on s'investit autant que je le fais et que je vous dis, je suis consciencieux dans tout ce que je fais. Abandonner une course, non, c'est pas possible.
Et l'imprévu, c'est compliqué à gérer. Hein. J'ai le conseil particulier à part être à 100% dans ce qu'on fait. Et encore une fois, focaliser sur soi-même et se dire, j'ai pas fait tout ça pour rien et continuer. Parce que je pense qu'une personne qui se présente sur un marathon, qui a des crampes ou autre, à un moment donné, quand le corps peut plus, il peut plus. Donc, je vais pas dire de se déchirer, d'aller jusqu'à la blessure pour terminer. Et voilà, mais c'est... Ouais, c'est avant tout un aspect mental plutôt qu'un conseil particulier à donner, mais ça va être dur. C'est chacun à ses propres forces et la motivation, elle va être propre à chacun. Ouais, je crois que c'est important ce que tu dis, hein, et tu l'as déjà évoqué dans notre échange, c'est fini en se disant voilà, peut-être que les conditions n'étaient pas réunies, peut-être qu'aujourd'hui la forme était moins bien, là ce qui n'était pas le cas lors de cette course-là, mais ça peut arriver, et de se dire je vais au bout parce qu'au moins j'aurais donné le meilleur de moi-même sur cette course-là, et puis après voilà, on ne maîtrise pas tout. Exactement. C'est ce qui fait aussi la beauté de l'affaire. Et j'ai des hauts et des bas. Et les hauts et les bas, ils sont normaux à l'entraînement, dans la vie perso, dans la compétition. Et en plus de la compète, il y a des paramètres extérieurs qu'on ne peut pas gérer. C'est la forme des autres, une chute, surtout sur le steeple avec les barrières, comme on peut le connaître, et la rivière. Tout peut arriver jusqu'à la dernière ligne droite. Rien n'est déterminé, rien n'est signé. Et donc voilà, moi, je la trouve... J'aime pas me lancer des fleurs, mais j'ai envie de dire je la trouve belle ma carrière parce que justement il n'y a pas que des hauts, il y a plus de bas, beaucoup plus de bas que de hauts malheureusement. mais voilà, le fait de continuer de se battre encore et encore et encore, c'est aussi une sorte de force et de motivation parce que là, si on regarde mon année encore cette année à Doha, elle est vraiment catastrophique, une entorse à 15 jours des championnats qui remet encore une fois en cause toute ma saison et toute ma préparation. Et je vais quand même au mondiaux, enfin ça se passe mal. Mais c'est pas pour autant que je lâche prise et que là je fais mes 3 semaines de coupure et que l'an prochain j'espère être de la partie aux Jeux Olympiques et pour être en aspect performance et pas aspect figuration, juste porter le maillot de l'équipe de France. Et du coup à un moment, on le voit, hein, la piste c'est quand même éprouvant. Est-ce que tu as envie d'aller voir autre chose, d'aller faire autre chose, ne serait-ce qu'en termes de course évidemment? J'ai le souvenir d'avoir lu que tu ambitionnais d'être présent sur les JO 2024 sur marathon, un peu à l'image de Florian Carvalho qui lui a fait un switch assez direct entre le 1500 et le marathon. Est-ce que toi, le projet est toujours d'actualité? Est-ce que tu envisages un switch aussi radical ou plus progressif en passant par le 10 000 ou des étapes intermédiaires? En fait, comme je dis, c'est un ami, Florian, on parle beaucoup ensemble et du coup, j'essaie d'un peu prendre conseil aussi parce que c'est vrai qu'il l'a fait assez rapidement. J'ai fait les Jeux sur 1500, j'ai trouvé une lassitude en 2012 parce que j'étais très mauvais en gestion de l'effort. J'étais très fort sur mes séances de SP15 avec un gros finish et un gros mental sur l'esprit relance et l'esprit combativité. Malgré tout, je ne savais pas le courir, ce 1500 mètres. Donc, je suis demi-finaliste à Londres et j'en ai un peu un ras-le-bol parce que je gère mal ma course. Je me suis trouvé sur 3000 mètres steeple, sauf que là, ça fait 2 Olympiades. Donc, je commence, pareil, à être dans un peu l'entraînement. On essaie de diversifier. Sur la dernière saison que je vais faire sur steeple, on va diversifier les séances pour vraiment être complètement sorti de ce que je fais habituellement pour arriver au jeu d'une belle manière. Et je vous dis briller d'une belle manière, j'espère, sur cette compétition. Et donc, pareil, optimiser à 100% l'instant T. Et changer de discipline à partir de l'an prochain, après Tokyo, et essayer de l'an prochain, août cette année, d'être sur marathon. Je me donne 4 ans parce que je me donne au moins 3 ou 4 marathons avant d'être sur la sélection olympique. Et bien sûr, forcément, on a tous des objectifs quand on fait une compétition. Et j'ai vraiment la barrière des 2:10 qui est symbolique. Alors, j'ai 2 objectifs. Le premier, c'est 2h12 parce que c'est Benjamin Malati qui a fait 2h12 que je veux à tout prix battre parce que c'est mon poteau. Et il sait très bien, je l'ai toujours dit. Même si ça me fait très peur parce que quand je vois les séances de Florian et le résultat qui est compliqué à l'arrivée, je me dis que waouh, c'est un truc de fou le marathon. Et après 2h10, si bien sûr l'esprit performance, c'est que je m'entraîne conséquemment et que j'arrive à avoir un bon ressenti sur marathon, faire ces moins de 2h10. Et pour revenir à Florian, son changement, en fait, je me suis un peu identifié aussi à lui parce que il me disait c'est bizarre parce que j'ai mes séances de 1500 mètres qui sont les mêmes que les années d'avant. Sauf que le ressenti n'était pas pareil. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Il comparait aussi beaucoup dans la comparaison. Et au jeu de 2016, on est ensemble en chambre parce que ça fait de nombreuses années qu'on se côtoie. Et donc, on est ensemble en chambre sur le championnat. Et pareil, il me disait avant le championnat, je fais exactement les mêmes séances que quand je faisais 3,33 et qu'à ce moment-là, en plus, il valait même 3,31, voire 3,30. Je fais les mêmes séances, sauf que je suis cramé à l'arrivée ou je suis beaucoup moins relâché, etc. Et c'est un peu dans le piège que je suis tombé cette année. Et du coup, je vais essayer pour l'an prochain et pour le futur
de pas s'identifier à ce qu'on a fait dans le passé, ce que je disais tout à l'heure, et vraiment de vivre l'instant T, et de changer un peu aussi les séances et de ne pas prendre repère et de pas trop s'identifier au passé. Donc déjà ravi d'apprendre que on va te voir bientôt sur marathon. Moi j'ai hâte de voir ça parce que voilà, je m'intéresse particulièrement à cette distance-là. Et puis même c'est impressionnant ta polyvalence puisque finalement 1500 mètres avec beaucoup de résultats, cross-country avec beaucoup de résultats, 3000 mètres steeple avec un titre quand même de champion d'Europe. Sur marathon ça laisse préserver de belles choses et surtout c'est un éventail de compétences qui est quand même assez impressionnante. Et le trail alors pour vraiment aller ou le triathlon parce que Jeff regarde il s'est essayé ou le triathlon. Est-ce que le trail et le je dis ça un peu en rigolant. Pas encore, mais si ça passe en 2028 aux Jeux Olympiques, pourquoi pas essayer d'avoir la carrière la plus complète possible. Non, mais je vous dis, là aujourd'hui, je vise encore dans l'esprit performance et compétition à 100%. Et le monde du trail, c'est pas fait pour moi. J'ai un autre ami qui était très fort en course de montagne ou autre et qui est venu au trail. Et c'est une discipline à part entière. Et j'en ai un aussi qui s'entraîne avec moi qui vient de faire 5e à la Saint-Élion. Et il faut avoir encore une pilule mentale parce que l'aspect descente dans les cailloux et tout, non, c'est pas pour moi. Quand j'ai un pied de pistard comme j'ai aujourd'hui, déjà il va falloir que je l'oublie pour le marathon et que je modifie légèrement ma foulée. Donc c'est pour ça que je me donne aussi 4 ans. Et je reviens aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être un peu de 10 000 sur piste, mais rien n'est encore écrit, ça va être vraiment de l'instant T et du ressenti. Mais voilà, l'objectif c'est marathon 4 ans, dont un premier marathon qui sera certainement aux États-Unis et esprit de découverte, mais pas du tout performance. Le premier, ça va être de 22, de 20, peut-être de 25, je sais pas. Mais ça va être de la préparation sans être focalisé chrono, ça va être surtout de faire découvrir à mon corps ce que c'est que de courir 42 km. Ouais, à mon avis, c'est le meilleur moyen d'appréhender le marathon. Et c'est une bonne chose de aussi pouvoir vivre pleinement la préparation qui est quand même assez particulière et pas tout de suite se dégoûter en essayant absolument d'aller chercher un chrono pour le premier marathon. C'est quand même, je pense que c'est une distance qui est très particulière, qui est un peu ovni et il faut faire preuve aussi d'humilité face à cette course-là et vraiment essayer de bien la connaître avant d'essayer de la titiller un petit peu. Je pense que c'est assez sage de ta part. Exactement, et excuse-moi de te couper aussi, fallait pas m'inviter, je parle beaucoup. Hein. Et je suis là pour m'enrichir aussi des expériences de mes amis, et du coup j'ai échangé déjà avec Benjamin Malati. J'ai également prévu de rencontrer, j'ai déjà parlé un petit peu avec elle, avec Christelle Donnet, et j'ai quelqu'un en Suisse qui était le sparring partenaire de Victor Rotlin dans ses plus belles années, et qui était là sur les corridas que j'ai fait en Suisse, que je fais en Suisse chaque année, et qui, pareil, me propose une collaboration sur l'approche de la compétition, etc., etc. Et donc d'échanger aussi avec Victor Rotlin. Donc je vais m'enrichir des autres personnes et de leur parcours et de leur expérience pour adapter avec mon entraîneur à mon style de profil, parce que chacun est particulier et chacun a sa préparation qui lui correspond. Et je vais essayer d'être le plus optimal possible dans cette déjà phase d'approche de la compétition, de préparation, et d'adapter un programme qui me correspond bien évidemment. Johan, au-delà de ta polyvalence, il y a un autre élément qui te singularise dans le microcosme de l'athlétisme professionnel, c'est le partenariat que tu as noué avec Maxence Rigotier, qui fait partie de cette nouvelle génération d'infopreneurs qui a connu un certain succès grâce à la libéralisation des paris sportifs. Ce partenariat, il étonne, donc c'est un partenariat de sponsoring financier. Tu t'es déjà exprimé sur les raisons de cette collaboration, mais est-ce que finalement, elle a été bien perçue dans le milieu, on va dire assez traditionnel, du haut niveau de l'athlétisme français? En fait, je suis quelqu'un d'assez atypique, on va dire aussi. Tous les sportifs de haut niveau, on est assez foufou, en même temps, on a un comportement particulier. Avec Maxence, on s'est rencontrés il y a de nombreuses années au Kenya, et du coup, il m'a expliqué son parcours. Et je vous avoue qu'au début, j'y croyais pas trop. Je n'ai pas été vérifié sur Internet, mais il s'annonçait comme millionnaire, pardon. Et du coup, on a discuté, mais on a échangé plus sur l'aspect humain que financier, bien évidemment. Et voilà, il m'a dit, écoute, si un jour tu as un souci, tu reviens vers moi. On est resté de plusieurs années en contact, et je me fais lâcher par une grande marque, pour pas citer une marque, après une grosse performance, assez lâchée, restructuration budgétaire de la marque à la virgule, pour pas citer. Et donc, gros coup de bambou, et là, je me dis, qu'est-ce que je fais et tout. Et c'était assez particulier, la situation d'être dans un esprit de groupe les années d'avant, d'avoir une dotation à 100% de fringues de partout, tu recevais, et tu n'avais pas vraiment de considération. C'était quelque chose qui avoir de l'argent pour avoir de l'argent, moi je suis pas dans cet esprit-là.
Et du coup, j'ai reparlé à Maxence, enfin non pas reparlé, on continue à se parler. Et là, je lui ai dit, écoute, j'ai une idée. Est-ce que tu veux qu'on casse les normes et qu'on casse un peu les traditions qui se font en France, voire même dans le monde entier? Je te propose, on travaille avec une entreprise française, un jeune que je connais qui essaie de démarrer dans le textile. Et on fait du Made in France et je cours avec ta marque. Donc tu me proposes un logo et je cours avec ta marque. Je fais un effort sur le financier parce que t'es pas une grande marque non plus multinationale. Et on fait une collaboration basée sur l'esprit humain avant tout. Et est-ce que tu es partant pour signer? Et du coup, tac au tac, il m'a dit un oui directement après, bien sûr, sous validation financière. Et on a mis en place ce partenariat qui a commencé 1 an. Dans le premier temps, on a fait 1 an de collaboration et qui, bien sûr, a un peu choqué le monde du sport de haut niveau en France parce que, voilà, un particulier qui sort, un athlète de haut niveau sur les compétitions en France, en Diamond League ou autre, et qui sort du business en ligne, un peu comme j'étais moi au début, hein, et qui crée une marque de textile, c'était un peu atypique et c'était du jamais vu dans l'athlétisme français. Donc ça a mis un peu 1 an à se lancer et à être un peu accepté par les marques. Et aujourd'hui, il faut dire que j'ai retrouvé voilà, ce que je cherchais parce que c'est humain avant tout. Quand il y a des performances, c'est là. Quand il y a des contre-performances, on échange beaucoup aussi. Et il y a une vraie collaboration. Et je me rends compte que c'est bien accepté parce que, là, pour citer une marque, j'ai Adidas aujourd'hui qui m'accompagne également en complément de Maxence Rigotier parce que faire du textile, c'est une chose, mais de la pointe performance et de la chaussure running, c'est complètement impossible de s'en sortir en étant particulier. Et donc, j'ai la chance d'avoir la collaboration d'Adidas et de Maxence Rigotier qui me permet aujourd'hui d'être totalement équipé et totalement libre d'aller, comme je vous le dis, sur mes stages comme je le veux. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce retour d'expérience parce que, voilà, vu de l'extérieur, on peut avoir l'impression que le monde du haut niveau, tout roule. Il y a aussi les très beaux discours politiques qu'on peut entendre. Mais bon, après, la face sombre est un petit peu plus compliquée que ce qu'on veut bien nous dire. Finalement, est-ce que c'est si difficile que ça aujourd'hui? Alors là, je vais faire plutôt, pas forcément toi en tant que Johan, mais en tant que porte-parole de tout un écosystème. Au niveau financier, au niveau soutien, est-ce que c'est pas trop difficile aujourd'hui en France quand on veut... on est à l'heure de Paris 2024. C'est vrai qu'on entend beaucoup de déclarations, mais j'ai pas l'impression aujourd'hui que tout soit organisé vraiment pour avoir cette nouvelle vague et défendre les couleurs de la France. Ou c'est peut-être moi qui me trompe, mais voilà. Comment ça se passe un petit peu et c'est quoi toi la synthèse que tu peux faire de tout ça? Déjà, mon conseil numéro 1, je l'ai dit parce que j'essaie de faire des interventions avec les jeunes, c'est que déjà de base, tant que rien n'est signé, rien n'est écrit, rien n'est acquis. Ça, c'est une valeur pour moi qui est aujourd'hui fondamentale et minimum. C'est qu'on m'a fait beaucoup de propositions par le passé verbales qui n'ont jamais été validées au final. Donc déjà, ça, il faut faire attention. Et que l'athlète, c'est triste à dire, mais si vous êtes performant, vous allez avoir les contrats et les choses qui vont suivre. Et dès que ça s'arrête ou dès qu'il y a une blessure ou dès qu'il y a le moindre souci, vous êtes facilement lâché par les marques. Et ça, c'est l'actualité. Et je comprends aussi, hein, c'est du business. Et le business, il faut que ça brille. Et ça, c'est normal. Et pour les jeunes d'aujourd'hui, j'ai envie de leur dire, j'ai la chance, moi, d'être dans un petit département, une petite ville en Dordogne. Et du coup, de mettre, je vous l'ai dit, fonder une cellule locale et atypique. Et d'avoir des liens plutôt humains que business, pour moi, c'est une priorité. Et d'essayer de créer ça comme je vois Jimmy Gressier qui est en train de le faire. Bon, bien sûr, il a une grosse marque de sponsors qui le suit, mais il est retourné dans sa ville locale de base et il est beaucoup plus soutenu, il a beaucoup plus d'affectif avec ses partenaires et du coup il a une sécurité qui va durer dans le temps et qui est fortement qui est beaucoup plus qui est mieux pour lui. Et j'ai aussi Mehdi Belhadj qui était au club du CA Montreuil et qui est retourné dans son petit club de sa petite ville, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il est à Villeneuve-la-Garenne, voilà, et du coup beaucoup plus accompagné, beaucoup plus structuré. Et je pense que ça, c'est des valeurs qui sont importantes aujourd'hui dans le sport de haut niveau. C'est qu'il y a l'humain, il y a le business, mais c'est à chacun de faire son propre choix. Moi, je valorise l'humain avant tout, quitte à avoir des contrats moindres, mais à être plus dans le long terme et dans l'échange. Et ça, c'est important aujourd'hui. Donc, pour les jeunes, je conseillerais bien évidemment de faire confiance aux gens, même si c'est risqué de temps en temps, et de tant que rien n'est écrit, de pas s'affoler. Et voilà. Mais le vrai conseil numéro 1, c'est garder une ligne scolaire de base en parallèle avec l'athlétisme, parce que tout tenter, comme je l'ai fait moi en tant que sportif de haut niveau, tout lâcher du jour au lendemain. J'ai eu un CAP d'ébénisterie et après j'ai tout arrêté pour tenter l'aventure sportive de haut niveau.
Aujourd'hui, elle est compliquée à suivre parce que je vous dis, les contrats sont vraiment liés à la haute performance et donc sur du court terme. Donc, c'est pas évident. Donc, avoir un bagage scolaire important à côté, c'est quand même la priorité. Et la Fédé aussi, je suis investi aussi à la Fédération française d'athlétisme. Et du coup, on essaie de faire le double projet pour les jeunes. Que tu sois sportif de haut niveau, c'est bien, mais assurer un bagage scolaire à côté pour avoir cette sécurité de base dans ta vie, c'est important. Justement, tu en parlais, Johan, toi, tu n'as pas forcément eu cette démarche de maintenir les études et tu t'es plutôt lancé à corps perdu avec réussite dans le sport de haut niveau. Mais du coup, la perspective, même si pour l'instant tu es sur l'échéance, au moins, de toute façon, il y a les JO qui arrivent à Tokyo en 2020, puis derrière, on l'a bien compris, le marathon 2024. Mais est-ce que tu es déjà dans la perspective de l'après-carrière de Yohan Koval? Et est-ce que du coup, ça peut interférer avec les doutes et que ça peut susciter? Ou c'est une question que pour l'instant, tu mets totalement de côté? Si, forcément, on y pense. 30 ans passés, c'est très légitime et c'est normal d'y penser, bien sûr. Après, faut savoir qu'en tant qu'on est sportif actif, les portes, elles sont ouvertes de partout. J'ai la chance, moi, ça fait 15 ans, ça va faire 15 ans là, après les Jeux que je serai sous contrat avec l'armée. Donc, je pense qu'avoir une opportunité dans l'armée, j'ai mon département, j'ai ma mairie, j'ai l'agglomération qui me soutiennent aujourd'hui et qui me font des propositions, bien sûr, sur du long terme, mais je peux pas aujourd'hui signer pour être employé, bien sûr, en étant encore sportif actif. J'ai plusieurs voies, mais comme je le sais, je suis encore actif. Donc j'ai en gros 5-6 voies peut-être à l'instant T. Mais je sais qu'au jour J où je m'arrêterai d'être sportif de niveau, sur ces 5-6, il m'en restera peut-être une ou deux. Donc voilà pourquoi je me prononce pas trop encore sur ça. Je sais que celui qui est fidèle et qui est sûr à 100%, c'est l'armée. L'armée, je suis depuis 15 ans, je vous le dis, un sportif de haut niveau de la défense au bataillon de Joinville. C'est ma base, la base de ma vie, c'est ma force. C'est que quand j'ai pas eu de contrat sur certaines années, je savais qu'à la fin du mois, j'allais avoir ma paye et ma solde. Et ça a été quand même une des valeurs fondamentales de ma vie et de mon actuel statut de sportif de haut niveau. Et donc voilà, donc j'ai plusieurs opportunités, mais je me prononce pas, je m'affole pas non plus, et comme je dis, il faut être intelligent, c'est un peu aussi de la politique, je place des billes à droite, à gauche, et il faut être avenant avec tout le monde. De toute façon, il ne faut pas se mettre de gens à dos, c'est pas mon style de vie, mais je suis pas là non plus pour brosser le sens du poil aux personnes et faire le toutou pour avoir un potentiel contrat. Non, si j'ai quelque chose à dire, d'ailleurs ça m'a coûté préjudice dans le passé, si j'ai quelque chose à dire qui va me porter préjudice pour le futur, mais si c'est important pour moi de le dire, je le dirai, et ça c'est un défaut aussi que j'ai actuellement, malheureusement. Ça dépend de quel point de vue on se Voilà. passe. Nous ici on pense que c'est plutôt une qualité, en tout cas. Voilà. Johan, pour en revenir un petit peu à des sujets un peu plus légers, moi je te suis sur les réseaux sociaux et je sais que tu es un adepte du canicross. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est voilà, le fait de courir avec son chien, et donc toi tu cours avec ton berger australien. Je crois que tu as commencé cette pratique après une blessure. Comment est-ce que ça t'est venu, cette idée? Ah non, c'est petite erreur d'information. Non, c'est pas après une blessure, c'est en 2012. Je suis en Dordogne et vu que je fais beaucoup de stages avec ma compagne pour quand je parte, j'avais pas d'enfant à l'époque, pour qu'elle soit pas seule à la maison, on a pris un compagnon et également associé à l'entraînement. Du coup, on a cherché un chien qui pouvait potentiellement courir et tenir des petits entraînements, des petits fartleks ou autres. Et il s'est avéré que j'ai pris un berger australien que j'ai entraîné vraiment à partir de l'âge d'1 an, petit à petit. Et un truc de fou. C'est un truc de fou parce qu'elle démonte n'importe qui sur n'importe quel. Quand elle est entraînée, c'est impressionnant. J'ai le souvenir avec Yohan Durand, 2 fois 15 minutes à Matmal, à Fourmeux, 1500 mètres d'altitude à 20 km/h. La chienne au pied parce que j'ai la course en laisse, elle reste à côté de nous. Elle tient les 2 fois 15 minutes. Yohan, il me dit, mais c'est un truc de fou, ton chien il tient. Et après la séance, on était en train de récupérer, allongé dans l'herbe. Elle nous amenait le bâton pour encore jouer et courir à côté. Un phénomène. Et du coup, aujourd'hui, quand il neige et que je suis tout seul dans ma petite ville de Bussac à devoir aller courir ou qu'il y a du vent ou quoi que ce soit, je mets mes baskets et là je vois mon chien qui va chercher son collier et qui est juste totalement joyeux. Donc comme on disait, la lassitude de l'entraînement, mais quand tu as un partenaire comme ça d'entraînement qui court avec toi, c'est juste un plus et c'est un moment de convivialité, c'est agréable. J'ai fait un petit tuto YouTube d'ailleurs sur comment courir avec son chien et moi c'est un vrai plaisir. Et comme je suis un peu foufou, je sais pas s'il y a des gens qui me voient de temps en temps, mais je lui parle, je chante avec elle. Enfin, c'est assez rigolo. Je fais mes footings, ça se passe bien et je suis pas tout seul dans ma tête et dans le footing aussi, quoi. On sent cette complicité. Alors après, effectivement, tu as un berger australien, donc c'est vraiment un chien qui est propre
Je tiens à le préciser parce que voilà, des fois on voit des choses un peu particulières à Paris ou des chiens en plein été qui courent avec leur maître et voilà, moi ça me fait de la peine. Et d'ailleurs, moi j'hésite pas à aller voir les gens pour essayer de les sensibiliser parce qu'ils sont pas forcément au fait. Donc voilà, je passe aussi un message pour toutes les personnes. Si des fois ils voient en plein été, il faut être assez vigilant. Il y a des règles à respecter. Est-ce que tu peux peut-être voilà en 2-3 mots nous expliquer un peu voilà les voilà. De base, on sait que sur la compétition déjà canicross, à partir de 20 degrés, les courses font pas plus de 7 km. Donc c'est pour les chiens, j'ai envie de dire de haut niveau. Donc pour la compétition, c'est déjà distance réduite. Je crois que même peut-être que c'est 5. Donc à partir de 20 degrés, le chien n'est pas forcément adapté. Et moi, je le vois forcément sur des footings à 12 à l'heure quand il fait canicule, le chien il est en PLS. Donc c'est vraiment faire juste le footing d'échauffement, elle fait pas la séance. Voilà, un chien ne régule pas aussi bien sa température que nous les hommes. Il peut pas transpirer, donc voilà, faut vraiment être à l'écoute et pas faire n'importe quoi. Petit point de vigilance, mais sinon c'est que du bonheur. Johan, on aime bien conclure nos émissions avec une question récurrente que je vais te poser. Cette question, c'est la suivante. Si tu pouvais revenir 20 ans en arrière, quel conseil tu donnerais au petit Johan de 12-13 ans? Franchement, c'est peut-être narcissique de dire ça, mais je donnerais rien du tout comme conseil. Je resterai le même et je ferai exactement la vie que j'ai eue. J'ai eu un an de geek où j'étais H24 sur les jeux vidéo online, où je m'entraînais à 14h l'après-midi, à 18h le soir. Je doublais en étant complètement aux antipodes d'une préparation sportive, parce que c'est mon coach qui venait me réveiller pour que j'aille courir. Je faisais des choses assez atypiques dans ma vie, mais qui aujourd'hui sont ma force. Et j'ai eu mon CAP d'ébénisterie, j'ai fait un an où j'ai tout tenté. Ma vie, elle est space, mais elle est belle et je regrette rien de ce que j'ai fait. Franchement, si ce n'est des championnats ou des gestions de course, mais sur le cheminement de ma vie, la rencontre avec ma femme, etc. Non, tout est. Si, j'aurais peut-être conclu un peu plus tôt avec ma femme, parce que c'est elle qui a fait le premier pas, donc ça aurait été peut-être l'inverse à titre perso, pour être un peu plus machiste, mais mais non, sinon dans cette chronologie de vie, je regrette pas du tout aucun moment et aucune gestion que j'ai pu avoir dans le passé, vraiment. Ça a été un plaisir de faire cette interview avec toi. Fred, je sais pas si tu veux conclure. Déjà, exprimer également mon plaisir d'avoir pu échanger avec Johan, qui nous a clairement montré que voilà, parce que souvent on peut penser que la réussite c'est lié au talent ou une sorte de hasard ou de chance. Il a bien montré que au-delà du talent et de ses capacités propres en course à pied, à côté il y a toute une rigueur, un engagement de chaque instant dans sa discipline, et que là où il est, c'est tout sauf un hasard. Donc vraiment ne pas perdre ça de vue. Franchement, c'est très important. Et voilà, parce que des fois, on entend aussi des discours sur finalement tous les à côté, c'est pas forcément si important que ça. Je pense que c'est bien aussi de montrer que la discipline, elle est au rendez-vous, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit dans la gestion psychologique de l'athlète, et que la coupure l'est tout autant. Et cette forme d'humilité quand on reprend, c'est de savoir, voilà, j'ai beau être un athlète de haut niveau, des fois je m'entraîne avec les petits gars. Alors, il a dit des gars qui sont en 31 minutes, c'est déjà des gars qui courent bien, hein. Mais quand il court avec eux, voilà, il fait pas non plus forme d'excès de confiance, et il sait que les gars sont un peu là pour le taper. Il accepte de jouer le jeu, et c'est vraiment tout à son honneur, et ça le motive. Et voilà, savoir où on est et d'où on part pour y retourner. Voilà, donc c'est vraiment, je trouve, un enseignement plein d'humilité et d'engagement qui nous a délivré, et qui me semble important, puisque rien n'est dû au hasard. Je peux finir sur une petite chose, c'est juste prenez du plaisir, quoi. L'entraînement, la course à pied, c'est ludique avant tout, c'est vraiment une sorte d'échappatoire. On peut aller faire un footing à tout moment de la journée avec n'importe qui, n'importe quand, ou même tout seul si on en a besoin. Ça permet d'évacuer des moments difficiles des fois de la vie. C'est vraiment une totale liberté qu'on peut exercer n'importe où dans le monde et à n'importe quelle heure. Donc prenez du plaisir et partagez ces moments avec vos proches ou en solo si ça vous fait du bien. Mais chaussez les baskets, évacuez tout, c'est une valeur forte de la vie pour moi, vraiment. Merci, c'est une excellente conclusion. Et puis voilà, on te souhaite tout le meilleur pour les prochains jeux. Je les mets vraiment au pluriel. Et puis on espère te retrouver bien à bientôt. À bientôt. À bientôt, merci.